Ok, donc c'est parti pour une petite vidéo sur les institutions européennes. C'est donc une petite vidéo de révision. Alors, l'Union européenne. Tout d'abord, en 1, les origines. Le terme européen renvoie à une zone géographique. Historiquement, il était utilisé par les Grecs pour désigner les territoires au-dessus de la Méditerranée. Aujourd'hui, l'UE est une construction politique composée de 27 États membres avec environ 450 millions d'habitants. Elle est également une puissance économique et commerciale majeure. Les États membres ont volontairement transféré des compétences à l'UE et à ses institutions. Les enjeux incluent la sécurité, les relations avec l'OTAN et la Russie, ainsi que les enjeux diplomatiques. 2. Le Conseil de l'Europe. Il rassemble 46 États du continent, y compris les 27 États membres de l'UE. C'est également l'organisateur de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, visant à garantir le respect des droits fondamentaux. 3. Origine ancienne. Alors il y a eu des tentatives d'unification du continent, et elles remontent à des siècles, mais cela n'a abouti qu'au XXe siècle. Ensuite, le Saint-Empire romain germanique et l'époque de Charlemagne ont vu des efforts d'unification. Et au XVIIIe siècle, Kant a souligné l'importance du droit et de la volonté des États pour maintenir la paix. Les idées de Napoléon et du Congrès de Vienne ont également influencé l'unification de l'Europe. 4. La Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles, en 1919, visait à créer la Société des Nations pour maintenir la paix, mais ses lacunes ont été exposées rapidement. Ensuite, Aristide Briand a proposé une coopération étroite entre les États européens, mais des obstacles tels que la crise boursière a entravé ces efforts. Ensuite, les origines contemporaines. Alors, 1. Contexte après la Seconde Guerre mondiale. Avant même le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, certains hommes politiques, comme Churchill en 1942, défendent l'idée d'une Union européenne. Churchill propose une solution pour éviter de nouveaux conflits, en reconstruisant la famille européenne et en créant une sorte d'État uni d'Europe. En 2, Congrès de la Haye. Alors le Congrès de la Haye est présidé par Churchill. Il réunit environ 1000 personnes, dont des chefs d'État, des ministres et des représentants de la société civile. Il marque une étape importante dans la création d'une Union européenne en passant des discussions et des actions concrètes. 2. Les concrétisations. 1. Les instruments classiques en droit international. Alors tout d'abord, donc, les traités sont des accords écrits entre deux ou plusieurs États, régis par le droit international, et ils engagent les États signataires. Ensuite, les organisations internationales sont des associations d'États dotées d'un acte constitutif, d'organes communs et d'une personnalité juridique distincte de leurs États membres. Elles peuvent avoir une vocation universelle, comme l'ONU par exemple, ou régionale, comme l'Union africaine. 2. La coopération et l'intégration. Alors, les organisations de coopération visent à coordonner les activités ou les politiques des États dans un domaine spécifique, tout en respectant leur souveraineté. Les organisations d'intégration impliquent le transfert de certaines compétences des États aux institutions de l'organisation. Ces institutions peuvent adopter des actes juridiques contraignants pour les États et les particuliers. Ensuite, coopération européenne. Alors, dans la coopération européenne, on retrouve tout d'abord le plan Marshall, qui est un programme d'aide économique des États-Unis aux Européens après la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on a l'OECE, qui est donc l'Organisation européenne de coopération économique, créée en 1948 pour superviser la distribution de l'aide du plan Marshall. Ensuite, on a l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, fondée en 1960 pour promouvoir la coopération économique entre les États membres. Ensuite, on va voir donc l'intégration européenne. Alors, là, on retrouve plusieurs pactes et traités. Alors, tout d'abord, le pacte de Dunkerque. Donc, ce sont des accords de 1947 entre la France et le Royaume-Uni pour une coopération militaire mutuelle. Ensuite, on va avoir le traité de Bruxelles, donc traité de 1948, élargissant la coopération militaire au Benelux. Il me semble que le Benelux, c'est les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Ensuite, on a donc le traité de l'Atlantique Nord, donc l'OTAN, une alliance militaire défensive créée en 1949 entre les pays d'Europe occidentale et les États-Unis et le Canada. Donc la structure de l'OTAN, donc on retrouve le Conseil de l'Atlantique Nord, le Comité militaire, Commandement allié opérationnel et le Commandement allié transformation. 1. La création des communautés européennes. A. L'intégration sectorielle, la CECA. Créée par le traité de Paris le 18 avril 1951, la CECA a pour objectif donc l'intégration du charbon et de l'acier pour soutenir l'industrie militaire.
On retrouve donc parmi les membres fondateurs l'Allemagne, l'Italie, la France et le Benelux. Ces institutions sont donc la Haute Autorité, le Conseil des ministres, une assemblée et la Cour de justice de la CECA. Donc la CECA prend fin en 2002, l'échec de la CED. Alors, donc la CED, c'est un projet de communauté européenne de défense qui a été rejeté en 1954. La signification donc de cet échec, c'est tout d'abord une ambition excessive et la nécessité de prudence. Il y a également donc les accords de Paris en 1954 qui marquent la création de l'Union de l'Europe occidentale, UEO, avec notamment l'adhésion de la RFA à l'OTAN. C'est la relance de l'intégration économique CEEA-CEE. Tout d'abord, il y a donc le traité de Rome en 1957 qui marque donc la création de la CEEA avec Euratom, donc c'est-à-dire Euratom c'était surtout le projet atomique, et de la CEE. Alors la CEEA, donc c'est la promotion de l'énergie atomique civile et des institutions communes avec la CECA. La CEE, c'est l'objectif d'un marché intérieur, d'une liberté de circulation des biens, des personnes et des services et capitaux. On retrouve donc des politiques communes avec l'agriculture, les transports et des politiques commerciales. Il y a également une union douanière qui est établie en 1968 et une unification institutionnelle en 1965, avec donc une seule commission et un seul conseil pour les 3 communautés. Ensuite, on retrouve donc les traités. Tout d'abord, il y a l'Acte unique européen en 1986. Cette initiative a été lancée pour dynamiser la construction européenne qui stagnait à l'époque. L'objectif principal était de créer un marché intérieur en éliminant les barrières commerciales entre les États membres et en favorisant la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. L'acte unique a également renforcé le rôle du Parlement européen et introduit la prise de décision à la majorité qualifiée dans certaines politiques. Ensuite, on a donc le traité de Maastricht en 1992 qui est très important puisque ce traité a été donc un pas vers l'intégration européenne. Il a créé l'Union européenne en élargissant les compétences de la communauté européenne à de nouveaux domaines, notamment la politique étrangère et de sécurité commune avec le PESC et la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures. Le traité de Maastricht a également jeté les bases de l'Union économique et monétaire, UEM, en introduisant la monnaie unique, qu'on connaît évidemment l'euro. Ensuite, on a donc le traité d'Amsterdam en 1997. Ce traité a poursuivi les efforts visant à approfondir l'intégration européenne en renforçant les institutions de l'UE et en étendant ses compétences. Il a introduit de nouveaux domaines de coopération, tels que la lutte contre la criminalité transnationale et les questions liées à l'environnement. De plus, le traité d'Amsterdam a introduit la possibilité pour un groupe d'États membres de coopérer plus étroitement dans certains domaines via le mécanisme de la coopération renforcée. Ensuite, on a le traité de Nice en 2001. Ce traité a été adopté pour réformer les institutions de l'UE afin de les rendre plus efficaces et transparentes avant l'élargissement prévu de l'UE à de nouveaux membres d'Europe centrale et orientale. Il a notamment modifié le système de prise de décision au sein du Conseil de l'UE et a réduit le nombre de commissaires européens. Et enfin, on retrouve donc le traité de Lisbonne en 2007. Le traité de Lisbonne a été élaboré pour remplacer la Constitution européenne, qui avait été rejetée lors du référendum en France et aux Pays-Bas. Il a modifié les traités existants pour rendre l'UE plus démocratique, efficace et transparente. Le traité de Lisbonne a également renforcé le rôle du Parlement européen, clarifié la répartition des compétences entre l'UE et les États membres, et a introduit la possibilité pour un État membre de se retirer de l'UE. Les divers élargissements. Le premier élargissement en 1973, donc le premier élargissement de l'UE a eu lieu en 1973 lorsque le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark ont rejoint la communauté européenne. Ensuite, on a donc le deuxième élargissement en 1981, où à ce moment-là, donc en 1981, la Grèce est devenue le 10e membre de la communauté européenne. Et enfin, le troisième élargissement en 1986, où l'Espagne et le Portugal ont rejoint la communauté européenne, portant le nombre de membres à 12. Ensuite, donc en un élargissement suivant, depuis lors, l'UE a connu plusieurs élargissements successifs, notamment en 1995 avec l'adhésion de la Suède, de la Finlande et de l'Autriche, en 2004 avec l'adhésion de 10 nouveaux pays d'Europe centrale et orientale,
et en 2007 avec l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie, et enfin en 2013 avec l'adhésion de la Croatie. En plus de ces élargissements, plusieurs pays candidats, tels que la Turquie, la Macédoine du Nord et la Serbie, poursuivent leur processus d'adhésion à l'UE, bien que les négociations puissent être retardées en raison de diverses raisons, notamment des questions politiques et économiques. Grand 1, l'adhésion. Alors les conditions d'adhésion, on en retrouve 3. Tout d'abord, il y a le respect des valeurs démocratiques de l'UE, telles que la dignité humaine, l'égalité, la liberté, le respect des droits de l'homme, etc. Ensuite, en 2, on va avoir l'engagement à promouvoir ces valeurs-là. Et en 3, donc les critères d'éligibilité, approuvés lors des Conseils européens de Copenhague en 1993 et de Madrid en 1995, doivent être respectés. Ensuite, donc la procédure d'adhésion. Tout d'abord, il doit y avoir donc un accord d'association pour formaliser la volonté d'adhérer et mettre en place des relations avec l'UE. Ensuite, il doit y avoir un acte de candidature soumis à l'acceptation unanime des États membres. Ensuite, donc, on va avoir la préadhésion. Donc, l'État candidat s'engage à remplir les critères d'adhésion, notamment en adaptant son droit international au droit de l'UE. Ensuite, il y a l'ouverture des négociations, donc on vérifie les conditions d'adhésion, articulées autour de plusieurs chapitres, notamment l'agriculture, la finance, etc. Ensuite, donc, on va avoir la signature de l'accord d'adhésion par les chefs d'État ou leurs représentants. Et enfin, on a la ratification de l'accord par l'État candidat et par tous les autres États membres. Par exemple, l'Ukraine a signé un accord d'association en 2014, puis a officiellement candidaté en 2022. En décembre 2023, les négociations ont été ouvertes avec l'Ukraine en vue de son adhésion à l'UE. En 2, on va donc avoir naturellement le retrait avec les conditions de retrait. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une notification formelle de l'intention de se retirer à travers l'article 50 du TUE. Ensuite, les négociations avec l'UE pour définir les modalités du retrait doivent être faites. Et enfin, il doit y avoir l'arrêt de l'application des traités 2 ans après la notification, sauf prolongation décidée à l'unanimité par le Conseil européen. Par exemple, le Royaume-Uni a déclenché l'article 50 du TUE le 29 mars 2017, formalisant ainsi son intention de se retirer de l'UE. Après des négociations difficiles, il a officiellement quitté l'UE le 31 janvier 2020, et un accord commercial a ensuite été signé entre l'UE et le Royaume-Uni le 24 décembre 2020. Chapitre 2, le système institutionnel de l'UE. Il existe 7 institutions dans l'UE, définies par l'article 13 du traité de l'UE. Chacune a des compétences propres et doit agir dans les limites des traités, en coopérant de manière loyale. La répartition des pouvoirs est partagée, reflétant les intérêts et légitimités différents. 1. Les institutions représentant les intérêts étatiques, les conseils. Donc tout d'abord, on va avoir le Conseil européen. Donc c'est l'organe des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, avec le président de la Commission européenne. Il donne donc les orientations politiques générales, adopte un programme stratégique pour l'UE et effectue des nominations importantes. Il a été prévu par le traité de Lisbonne en 2007. Ensuite, on va avoir le Conseil. Donc c'est un organe représentant les États membres au niveau ministériel. Il siège en différentes formations en fonction de l'ordre du jour. Il est présidé par un État membre pour une durée de 6 mois, avec une pratique de trio pour la présidence. Il possède des pouvoirs de coordination des politiques des États membres, notamment économiques, budgétaires, éducatives et culturelles, ainsi que dans les relations extérieures et la politique étrangère et de sécurité commune. La prise de décision du Conseil. Alors donc la prise de décision se fait par la majorité qualifiée, c'est-à-dire 55% des États membres représentant 65% de la population. Il y a donc l'unanimité dans certains domaines sensibles comme l'adhésion, la fiscalité et la politique étrangère. Il y a aussi un passage progressif de l'unanimité à la majorité qualifiée pour simplifier la prise de décision. Ensuite, il y a donc la préparation des travaux du Conseil, qui sont donc assurés par le Corper, composé de représentants permanents des gouvernements. Le Corper est divisé en 2 formations. On a le Corper 1 pour les questions techniques et le Corper 2 pour les questions politiques et institutionnelles. Il prépare les réunions du Conseil et assure le suivi en lien avec le président du Conseil européen et la Commission. Ensuite, donc, on a le rôle du Conseil. Alors, il a un pouvoir législatif en codécision avec le Parlement européen. C'est lui qui décide de l'adoption du budget de l'UE, de la coordination des politiques des États membres, des gestions des relations extérieures, y compris la signature de traités avec des États tiers,
et enfin de la prise de décision dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris les sanctions. Ensuite, on va voir la Commission européenne. Alors donc son organisation, tout d'abord on va voir sa composition. Elle est composée de membres choisis pour leurs compétences et indépendance. Le nombre de commissaires fixé est aux 2/3 du nombre d'États membres. Ensuite, le processus de désignation, il est complexe, il implique le Conseil européen, le Parlement européen et le Conseil. Et enfin, donc les mandats durent 5 ans, calés sur les élections européennes, et donc chaque commissaire est responsable d'un secteur spécifique. Ensuite, le rôle. Alors tout d'abord, il y a un rôle de surveillance, donc qui doit être le garant des droits fondamentaux, notamment surveiller l'application du droit de l'UE dans les domaines du charbon et de l'acier et de la concurrence. Ensuite, il y a l'initiative législative, donc il possède le monopole de l'initiative législative, mais avec des limites, puisqu'il peut être concurrencé par le Parlement européen et les citoyens européens. Ensuite, il y a donc la fonction d'exécution. Elle intervient lorsque l'uniformité de l'exécution du droit de l'UE dans les États membres est nécessaire. Et enfin, la fonction internationale, donc c'est-à-dire le fait de représenter l'UE dans les États membres et les États tiers, et de signer les traités internationaux. Ensuite, le contrôle. Alors la Commission est contrôlée par divers mécanismes, notamment le Parlement européen et la Cour de justice de l'UE. Il y a aussi une responsabilité devant le Parlement européen, avec la possibilité de démission collective en cas de motion de censure. On vient de voir donc la Commission européenne, maintenant on va voir le Parlement européen. Alors tout d'abord donc son organisation. Pour les élections, donc avant 1979, les membres étaient désignés par les parlements nationaux. Depuis, ils sont élus au suffrage universel direct avec des modalités valables selon les États membres. Ensuite donc pour son organisation, le nombre de députés, il est donc d'un maximum de 750, plus le président, réparti de manière dégressive proportionnelle. Ensuite, on a les conditions de vote et d'éligibilité, qui varient selon les législations nationales, mais tout citoyen de l'UE de plus de 18 ans peut voter et se présenter. Ensuite, on a donc le fonctionnement. Donc les sessions ont lieu à Strasbourg une semaine par mois. Les travaux sont préparés en commission thématique avec un président élu pour 2 ans et demi. Maintenant, on va voir le fonctionnement du Parlement européen. Alors, il fonctionne tout d'abord avec des groupes politiques, c'est-à-dire que les députés se regroupent par affinité politique, pas par nationalité. Et aussi donc par incompatibilité, c'est-à-dire que le mandat de député est incompatible avec d'autres mandats, comme celui de membre de la Commission européenne ou de la Cour de justice européenne. Ensuite, on va voir donc les pouvoirs. Tout d'abord, il y a le pouvoir législatif, avec notamment l'adoption des actes législatifs avec un pouvoir d'initiative limité, et le partage du pouvoir avec la Commission européenne. Ensuite, on a donc le pouvoir en matière budgétaire, donc qui est partagé avec le Conseil de l'UE depuis le traité de Lisbonne, mais le Parlement peut amender et adopter le budget annuel. Ensuite, on a le contrôle politique, également le contrôle de la Commission, c'est-à-dire que le Parlement européen exerce un contrôle politique sur la Commission européenne. Il peut poser des questions parlementaires, créer des commissions temporaires d'enquête pour examiner des cas spécifiques et adopter une motion de censure pour renverser la Commission. Cependant, aucune motion de censure n'a jamais été adoptée. Ensuite, donc, on a les questions parlementaires, c'est-à-dire que les députés peuvent poser des questions écrites ou orales au Conseil ou à la Commission européenne, qui sont tenus d'y répondre. Ensuite, on a donc les commissions temporaires d'enquête. Ces commissions peuvent être créées pour enquêter sur des allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union européenne. Elles rédigent des rapports pour mettre en évidence les infractions et formuler des recommandations, mais leurs traductions concrètes sont limitées. Et enfin, on a donc la motion de censure, donc le Parlement européen peut adopter une motion de censure contre la Commission européenne si elle est adoptée à la majorité des 2/3 des voix exprimées et à la majorité des membres. Elle entraîne la démission collective de la Commission. Aucune motion de censure n'a été adoptée jusqu'à ce jour. Ensuite, on a donc des mécanismes de coopération, notamment avec les parlements nationaux, où il y a eu un renforcement de la coopération et de l'information entre les parlements nationaux et le Parlement européen depuis 1992, avec donc des mécanismes tels que l'association des parlements nationaux dans le contrôle des actes européens et l'établissement de commissions spécialisées. On a vu donc des coopérations avec les parlements nationaux, mais il y en a aussi donc avec les institutions européennes, puisque en fait l'intensification des contacts et des échanges entre les institutions européennes et les parlements nationaux, notamment avec des instances telles que la conférence des présidents des assemblées parlementaires de l'UE
et la conférence des organes spécialisés dans les affaires de l'UE illustrent ça. Ensuite, donc, il est important de savoir que les organes complémentaires consultatifs de l'Union européenne jouent un rôle crucial dans la représentation des intérêts économiques, sociaux et territoriaux, ainsi que dans le contrôle de la bonne gouvernance financière. On va donc voir un résumé des informations fournies. Tout d'abord, il y a donc le Comité économique et social européen, le CESE. Alors tout d'abord, sa fonction. Donc en fait, il représente les intérêts économiques et sociaux avec une composition tripartite, avec des représentants des employeurs, des travailleurs et d'autres acteurs de la société civile. Ensuite, donc sa composition, il est composé de 329 membres, répartis en 3 groupes, employeurs, travailleurs, activités diverses, et en 6 sections thématiques. Son rôle en fait va être de donner des avis sur les projets législatifs et politiques de l'UE, avec une consultation obligatoire par les institutions européennes. Et donc maintenant on va voir son influence. Alors bien que régulièrement consultée, son influence sur les décisions reste finalement assez limitée. Maintenant on va voir donc le Comité européen des régions, le CDR. Sa fonction, alors donc il est en fait le représentant des intérêts infra-étatiques, tels que les régions et les collectivités territoriales. Sa composition, il est composé pareil de 329 membres, nommés par le Conseil pour 5 ans, représentant les collectivités locales et régionales. Son rôle à lui va être donc de donner des avis consultatifs sur les politiques de l'UE, avec une consultation obligatoire par les institutions européennes. Et son influence, donc son rôle politique est renforcé par des groupes politiques, et sa consultation est désormais prévue dès les premières phases de l'élaboration des politiques de l'UE. Donc finalement, il a une influence qui est assez importante. Et donc ensuite, on va voir le médiateur européen. Donc sa fonction, ça va être le traitement des plaintes de mauvaise administration dans les institutions, organes ou organismes de l'UE, afin de renforcer le lien entre les citoyens et les institutions européennes. Sa composition, donc il est élu par le Parlement européen pour un mandat de 5 ans, donc c'est un mec en fait, c'est le médiateur européen. Son rôle va être donc les enquêtes sur les plaintes et fait des recommandations aux institutions concernées. Et son influence, donc bien qu'il n'ait pas de pouvoir de sanction, ses recommandations sont souvent suivies par les institutions européennes. Enfin, on va voir donc la Cour des comptes européenne. Alors sa fonction, c'est le contrôle de la régularité des comptes et de l'exécution budgétaire de l'UE, ainsi que des audits financiers de conformité et de performance. Sa composition, 27 membres nommés par le Conseil pour 6 ans. Son rôle, ça va être la présentation d'un rapport annuel sur la gestion budgétaire de l'UE, avec des déclarations d'assurance sur la fiabilité des comptes. Et son influence, donc bien qu'elle n'ait pas de pouvoir de sanction directe, elle peut alerter l'OLAF, qui est l'Office européen de la lutte antifraude, en cas de fraude ou d'irrégularité. Maintenant, on va voir donc les sources de droit de l'UE. Tout d'abord, il y a le droit primaire, c'est-à-dire que les traités fondateurs de l'Union européenne constituent le droit primaire de l'UE. Ils établissent les objectifs, les compétences et les principes fondamentaux de l'UE. Les traités sont complétés par des protocoles et des annexes. Ensuite, on va avoir le droit dérivé. Donc le droit dérivé de l'UE comprend les actes adoptés par les institutions de l'UE sur la base des pouvoirs qui leur sont conférés par les traités. Et les actes de droit dérivé comprennent les règlements, les directives, les décisions, les recommandations et les avis. Ensuite, on va avoir donc en deux les actes législatifs de l'UE. Tout d'abord, on a les règlements, donc ils ont une portée générale et sont directement applicables dans tous les États membres, sans nécessité de transposition. Ils sont contraignants dans tous leurs éléments. Ensuite, on va avoir les directives. Alors, elles lient les États membres quant aux résultats à atteindre, mais laissent une certaine marge de manœuvre quant aux moyens de parvenir à cet objectif. Les États membres doivent transposer les directives dans leur législation nationale. Après les directives, on va avoir les décisions, donc elles sont contraignantes pour leurs destinataires spécifiques, tels que les particuliers ou les entreprises. Et enfin, on a donc les recommandations et avis, qui elles ne sont pas juridiquement contraignantes. On a donc vu les sources de droit de l'UE, les actes législatifs de l'UE. Maintenant, on va voir donc les autres actes de l'UE. On a notamment les actes législatifs délégués, donc ils sont adoptés par la Commission européenne pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels des actes législatifs de l'UE, et ils sont soumis au contrôle du législateur. Ensuite, on va avoir les actes d'exécution, donc ils sont adoptés par la Commission européenne pour mettre en œuvre les actes législatifs de l'UE, et ils sont soumis au contrôle des États membres. Ensuite, on va avoir donc en 4 le processus décisionnel de l'UE.
Alors tout d'abord, on va retrouver la procédure législative ordinaire, qui implique une proposition de la Commission européenne, suivie d'une adoption dans les mêmes termes par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Mais on va aussi avoir donc la procédure législative spéciale, qui est utilisée dans des cas spécifiques, où un acte peut être adopté par une procédure différente de la procédure législative ordinaire. Par exemple, lors de l'adhésion d'un nouvel État membre, eh bien, le Conseil agit à l'unanimité après avis du Parlement européen. Maintenant, on va voir les juridictions de l'UE. Tout d'abord, on a donc la Cour de justice de l'UE, la CJUE. Alors, on va voir bien sûr sa composition, son fonctionnement et son rôle. Tout d'abord, sa composition. Outre les juges, la Cour comprend également des avocats généraux qui sont responsables de donner des avis juridiques indépendants sur les affaires soumises à la Cour. Ensuite, on va voir le fonctionnement. Donc la Cour siège en différentes formations en fonction de la nature et de l'importance des affaires. La formation plénière est la plus solennelle, mais aussi la plus rare. La grande chambre est convoquée pour des affaires importantes et complexes, et la formation en 5 juges est la plus fréquente, traitant de plus de 60% des affaires. Enfin, on va avoir le rôle, donc la Cour est chargée de garantir l'interprétation et l'application uniforme du droit de l'Union européenne dans tous les États membres. On vient de voir donc la Cour de justice de l'UE, maintenant on va voir le tribunal de l'UE. Alors, historiquement, donc, il a été créé pour soulager la charge de travail de la Cour de justice. Le tribunal a vu ses compétences élargies au fil du temps, notamment avec une augmentation des juges. Donc suite à la réforme de 2015, le nombre de juges au tribunal a été augmenté progressivement, avec l'objectif d'avoir 2 juges par État membre. Et donc son fonctionnement, donc comme la Cour, le tribunal siège en différentes formations en fonction de la complexité des affaires. Maintenant, on va voir donc les différentes voies de droit. Tout d'abord, il y a donc le recours en annulation. Donc ce recours permet de contester la légalité des actes des institutions de l'UE. Les requérants peuvent être des États, des institutions de l'UE ou des personnes physiques ou morales. Ensuite, on va avoir donc le recours en carence, donc c'est-à-dire que lui il va sanctionner l'inaction des institutions de l'UE lorsque celles-ci ne respectent pas leurs obligations. Donc à ce moment-là, on parlera de recours en carence. Et enfin, on a le recours en manquement, donc il vise à sanctionner les États membres qui ne respectent pas le droit de l'Union européenne. La Commission européenne et les États membres peuvent introduire ce recours. Ensuite, en 4, on va avoir donc la coopération entre les juges internes et la CJUE. On parlera alors de renvoi préjudiciel. Donc le fonctionnement tout d'abord, alors ce mécanisme permet aux juges nationaux de poser des questions à la CJUE sur l'interprétation ou la validité du droit de l'UE. L'objectif en fait va être d'assurer une interprétation uniforme du droit de l'UE dans tous les États membres et de renforcer l'efficacité de l'application du droit de l'UE au niveau national. Je rappelle juste que la CJUE, donc c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Ensuite, on va voir donc l'organisation du Conseil de l'Europe. Alors donc le Conseil de l'Europe est une organisation internationale, distincte du Conseil européen, et a été créée dans le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale pour promouvoir la coopération et la protection des droits de l'homme en Europe. Tout d'abord, on va voir donc la structure institutionnelle du Conseil de l'Europe. On retrouve donc tout d'abord le comité des ministres, donc c'est-à-dire que c'est l'organe décisionnel composé de ministres des Affaires étrangères, des États membres ou de leurs représentants. Il est chargé de la négociation des traités, du vote du budget et de la gestion des admissions et retraits des membres. Ensuite, on va avoir l'Assemblée parlementaire, donc elle joue un rôle consultatif et est composée de membres désignés par les parlements nationaux des États membres. Elle adopte des actes tels que les recommandations sur des sujets comme le terrorisme par exemple. On va avoir aussi d'autres organes, donc ils comprennent le commissaire aux droits de l'homme, le congrès des pouvoirs locaux et régionaux et la conférence des organisations internationales non gouvernementales. On a donc vu la structure institutionnelle du Conseil de l'Europe, maintenant on va voir le rôle du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, il a un rôle donc juridique, puisque le Conseil de l'Europe facilite la négociation et l'adoption de conventions internationales, avec plus de 200 conventions élaborées à ce jour. Ces conventions sont négociées entre les représentants des États membres et, une fois adoptées par le comité des ministres, elles sont ouvertes à la signature et à la ratification des États membres. On a donc un rôle juridique qu'on vient de dénoncer, mais aussi un rôle politique, puisque le Conseil de l'Europe sert de tribune pour le dialogue et l'échange entre les États membres sur des enjeux de société. Il travaille en collaboration avec d'autres organisations internationales, telles que l'ONU et l'Union européenne, pour la protection des droits de l'homme.
Justement, maintenant on va s'intéresser à la Convention européenne des droits de l'homme, aussi appelée la CEDH. On va voir en 1 les droits garantis par la CEDH. Alors la CEDH garantit une série de droits intangibles, tels que le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, et l'interdiction de l'esclavage. Elle couvre également des droits conditionnels, qui peuvent faire l'objet de limitations dans l'intérêt général, ou pour la préservation de l'ordre public. Parmi ceux-ci figure le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit aussi de la liberté de pensée, de conscience ou de religion, de liberté aussi d'expression, la liberté de réunion et d'association, ainsi que le droit à un procès équitable. Maintenant en 2, on va voir le système juridictionnel de protection des droits. Alors la Cour européenne des droits de l'homme, donc la CEDH toujours, est chargée de veiller au respect des droits garantis par la Convention. Elle est composée d'un juge par État membre et siège à Strasbourg. Tous les États membres de la Convention sont membres du Conseil de l'Europe. Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire et siègent dans différentes formations pour examiner les affaires. Les individus ou les États membres peuvent déposer une requête devant la Cour s'ils estiment qu'il y a eu violation des droits garantis par la Convention. Les arrêts de la Cour sont contraignants pour les États membres et sont exécutés par les autorités nationales. La CEDH joue un rôle crucial dans la protection des droits de l'homme en Europe et son système juridictionnel offre aux individus et aux États une voie de recours en cas de violation de ces droits.